L'épisode que vous entendez, que vous écoutez, est enregistré au restaurant Saint-Hubert de Sainte-Julie. C'est une opportunité pour remercier notre précieux partenaire Saint-Hubert et Remax Québec. Bon, hein? C'est notre troisième visite dans les restos Saint-Hubert. On le sait que c'est plus que bon chez Saint-Hubert. C'est sûr. Ceux qui ne savent pas, là, quand vous allez sortir d'ici, ça va être réglé. C'est une recette québécoise. Il n'y aura pas de 25 % d'augmentation là-dessus. Absolument pas. Chez nous que ça se passe. Pas dans les cartons. Chez Saint-Hubert. Danny, on a de la belle visite avec nous. On est très content qu'il ait accepté notre invitation pour venir participer à ce balado Bon Match. C'est l'ancien gardien de but, Jean-Sébastien Giguère. Salut Jean-Sébastien. Salut les gars, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Ouais. C'est un grand plaisir. On est très chanceux. Jean-Sébastien a été un brillant représentant du Québec dans la Ligue nationale, repêché en première ronde par les Whalers de Hartford. Mais y a encore le chandail? Oui, j'ai encore le chandail. Ça a une valeur. Oui, c'est incroyable. J'ai le chandail avec lequel j'ai joué, puis j'ai le chandail que je me suis fait repêcher aussi. C'est un beau chandail, le chandail des Whalers de Hartford. Les Hurricanes de Caroline le sortent une fois par année, à peu près. Jean-Sébastien, évidemment, est passé par l'organisation des Flames de Calgary. Il a connu ses meilleures saisons dans la Ligue nationale avec les Ducks, où il a remporté le trophée Conn Smythe d'abord et ensuite la Coupe Stanley. Oui, heureusement. J'ai réussi à gagner la Coupe Stanley parce que, évidemment, c'est pour ça qu'on joue, pour gagner le gros trophée. Le Conn Smythe, j'en suis fier, mais c'est pas le même sentiment. Ça doit prendre un certain temps avant de réaliser parce que tu perds en finale. C'est long pour se rendre, gagner la finale de la Coupe Stanley, c'était tout un parcours. Là, tu arrives à la fin, tu as une grande récompense, puis en même temps, bon, on le voit sur les photos, tu n'es pas très content sur le coup, là, mais ça t'a pris combien de temps avant de réaliser que... Parce que c'était tout un exploit, là. Ben, ça m'a pris un petit bout de temps avant de réaliser, mais en même temps, j'étais encore jeune. Tu sais, je sentais que j'avais encore la chance. Là, pour moi, ça avait été une expérience. Puis l'équipe était bonne, à part ça. Tu savais que... Oui, exactement. On s'en allait dans la bonne direction. Ça faisait des années que les Ducks étaient pas très, très bons. On avait des nouveaux propriétaires dans le temps, là, en 2005. Donc, on voyait vraiment un vent de changement à Anaheim. Et, tu sais, comme, j'étais fier d'avoir gagné le Conn Smythe, mais j'avais encore faim pour plus parce que, tu sais, on était tellement prêts. Moi, j'ai une anecdote parce que peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent de l'image, mais moi, je te vois sortir vite avec le trophée dans le tunnel. Est-ce que... Tu sais, quand tu regardes ça plusieurs années après, tu te dis, est-ce que j'ai savouré ça? Tu as dû le savourer, le trophée, peut-être plusieurs semaines après, mais est-ce que c'était à refaire? Tu aurais fait la même chose? C'était impulsif, ça, quand tu es parti avec ça, tu es sorti? Ben, c'est parce que j'osais pas l'emmener dans la chambre. Tu sais, je savais que les gars, il y avait leur moment présent. Comme il y en avait plusieurs qui braillaient, puis la Ligue était venue me voir, tu sais, sur la glace pour que je reste sur la glace pour accepter le trophée. C'est pas facile. C'est pas évident. On était à New Jersey, tu sais, on avait perdu sur la route. Un peu ce qui s'est passé cette année avec McDavid. Absolument. Puis, pensez à toi quand je c'est ça. C'est pas une situation évidente. Tu sais pas comment nécessairement réagir, mais je voulais pas emmener ça dans... C'est pas le temps, je pense, d'emmener ça, parce que c'est un trophée vraiment plus individuel. Puis il est prestigieux, ce trophée-là. Oui, exactement. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es très fier de l'avoir gagné. J'étais très fier. J'étais très fier. Puis, je sais pas si tu te souviens, au New Jersey, là, c'était vieux, c'était laid. Et il y avait une table où les gars faisaient leur bâton, il y avait plein de colle. Là, j'avais mis le trophée là, j'étais allé dans la chambre après, mais c'était un drôle de moment que, tu sais, comme je souhaiterais pas ça à personne, mais une semaine après, c'était mon mariage. Je me suis marié pas longtemps après, puis j'avais le Conn Smythe, le trophée là, à mon mariage. Fait qu'on a pu en profiter là. Là, il y avait une signification. Évidemment, la veille du mariage, pas la journée du mariage. Ma femme a dit, le trophée sort pas. La journée du mariage. Ça va être un autre trophée. Tu as terminé ta carrière en 13-14 avec l'Avalanche du Colorado. Il y a eu un séjour aussi avec les Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que tu retiens maintenant de cette longue carrière dans la Ligue nationale? Quand tu penses à ça, comme ça, là, tu retiens quoi? Ben, j'ai été choyé. J'ai été chanceux de pouvoir avoir une aussi longue carrière. Quand que j'ai commencé,
la plupart des gars prenaient leur retraite vers 30 ans. J'ai réussi à jouer jusqu'à l'âge de 37 ans. Donc, pour moi, c'était comme incroyable. Puis, juste toutes les personnes avec qui j'ai rencontré, les coéquipiers, les expériences que j'ai vécues, de pouvoir avoir joué avec les Maple Leafs, qui est un marché incroyable, de pouvoir vivre ça, d'avoir joué en Californie pendant 10 ans, c'est quand même incroyable aussi. Parce que, bon, il y avait Gretzky, qui avait été échangé à Los Angeles, puis qui avait quand même jeté de bonnes bases. Le hockey s'est bâti. Il a commencé à se bâtir un peu avec Marcel Dionne avant, mais l'arrivée de Gretzky a fait exploser ça. Mais vous autres, les Ducks et les Sharks, est arrivé pour grossir littéralement le hockey, puis vous avez gagné la coupe à peu près dans ce moment-là. Là. Oui, exactement. Puis dans ces années-là, on avait 3 bonnes équipes avec les Kings. Oui, les Sharks, c'était pas vraiment une partie de plaisir de venir en Californie. Puis il n'y avait pas de plafond salarial dans le temps. Non, en plus. Donc, non, mais je pense que le hockey s'est très bien bâti là-bas. Je pense que quand les Ducks sont arrivés à Orange County, il y avait peut-être 5000 jeunes qui jouaient au hockey. Mais tranquillement, pas vite, ils ont bâti des arénas, ils ont bâti des programmes de hockey, puis ils sont rendus à peut-être 30-35 000 jeunes par année qui jouent au hockey. C'est pas rien, ça, le hockey s'est vraiment développé. On en voit. Austin Matthews vient de l'Arizona. Le jeune Matthew Nice qui joue avec Toronto, c'est un gars de l'Arizona. Donc, les marchés ont permis de développer certains joueurs. Moi, je veux t'amener sur un élément qui est, pour moi, essentiel dans ton parcours, c'est ta rencontre avec François Allaire. Parce que François a travaillé pendant 11 ans comme le gourou des gardiens de but québécois. Du Canadien de Montréal. Il a vraiment fait un travail extraordinaire avec Patrick Roy à l'époque. Puis ensuite, lui, il est parti pour la Californie. Il est parti travailler pour les Ducks. Moi, je connais très bien François, puis je sais qu'il appréciait énormément plusieurs choses, plusieurs aspects de ta personnalité, pas juste de ton jeu. Mais parle-nous de à quel moment c'est arrivé, comment ça s'est passé, parce qu'il a dû avoir de l'influence dans la transaction. Ben, je ne sais pas, sûrement qu'il y a eu une influence avec Pierre Gauthier, qui était le directeur général dans le temps pour les Ducks. Mais moi, dans ce temps-là, ça faisait 3 ans que j'étais à Calgary. Les Whalers d'Hartford m'avaient échangé. Ben, c'était rendu la Caroline qui m'avait échangé. Eux, ils voulaient vraiment s'établir en Caroline leur première année. Donc, ils avaient besoin d'un gardien de but avec de l'expérience que j'avais pas. Ils sont allés chercher Trevor Kidd. Donc, c'est comme ça que je me suis ramassé à Calgary. Puis tantôt, je t'expliquais, dans le tour, on a passé 1 heure dans le tour à jaser. Puis à Calgary, il y avait juste un entraîneur des mineurs. Qui s'occupait de tout. Qui s'occupait de tout le monde. Rick Vibe. Rick Vibe, la dernière fois, j'ai vérifié, le gardien connaissait. Pour compter des buts, peut-être. Il a tiré souvent, mais pour l'arrêter, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup de développement à Calgary. Puis, si on regarde mes statistiques à Saint-John, ma dernière année, j'ai beaucoup plus de défaites que j'ai de victoires, je pense. Puis, mes 20 derniers matchs, je pense que j'en ai fini 8 ou 9. J'ai une anecdote là-dessus. Parce que je veux voir pour le reste. Là, quand tu es arrivé à Anaheim, là, François était déjà là. Ah, oui, François était déjà là. Puis quand que je me suis fait échanger, c'est Craig Button, qui était le GM, qui était le nouveau directeur général à Calgary. Il a fait 2 choses sa première journée. Il m'a échangé à Anaheim, puis il a racheté Martin Saint-Louis de son contrat. 2 bonnes décisions. Ouais, c'était pas sa meilleure journée. C'était pas dû se lever, à sa défense, j'aurais fait la même chose avec moi parce que j'allais nulle part. Puis j'ai commencé à travailler avec François tout de suite. Il m'a appelé. Il dit, je veux te voir la semaine prochaine chez moi. Il m'a montré dans ce temps-là, c'était des VHS. Et c'était comme tout de suite. Là, après 1h30 que j'ai passé avec François dans son sous-sol à regarder des tapes de Patrick Roy, de Martin Brodeur, de tous les bons gardiens de but qui jouaient dans le national. Tout de suite, j'ai sorti de là, puis j'ai appelé ma copine, puis j'ai dit, wow. Je sais comment que je vais jouer au hockey. J'étais complètement perdu avant de le rencontrer. Toi, pour poursuivre là-dessus, je me souviens parce que l'année que tu as été repêché, je couvrais la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a Biron qui était là. Vous avez été quelques-uns du Québec à ce moment-là. Les recruteurs étaient toujours après vous autres. Et je me souviens, François n'était jamais bien loin. Puis, tu étais le prototype François Allaire, de la façon dont tu gardais les buts, comparativement à d'autres de cette cuvée-là, des gars de chez nous, Biron, écoute, et qui sont partis en première ronde. Toi, tu étais le style que
François Allaire développait. Tu avais déjà ça un peu. Oui, j'avais déjà ça. J'avais travaillé avec Benoît Allaire, avec le Collège français de Verdun, à l'âge de 16 ans. Puis j'allais aussi à leur école de hockey l'été. Donc, le frère à François Allaire. Et une bonne famille, une belle famille de hockey, de gardiens de but. Et j'allais à leur école de hockey aussi quand j'étais jeune, évidemment. Donc, j'avais grandi à vouloir imiter aussi Patrick Roy. Ben oui. Tu sais, comme quand tu viens un jeune. Vous étiez tous ces héritiers cette année-là. Oui, absolument. Je pense qu'il y a eu une grosse influence sur la raison pourquoi il y avait tant de jeunes bons gardiens de but au Québec. Parce qu'on voulait tous être Patrick Roy. J'ai l'impression, je ne sais pas, dans une couple d'années, avec Carey Price qui est passé à Montréal, on risque de voir peut-être 1 ou 2 ou 3 jeunes du Québec, peut-être, qui voulaient être Carey Price aussi, qui avaient du talent, qui ont décidé d'être gardiens de but. Il y a une chose que François m'a partagée par rapport à toi, c'est ton acharnement, ton ardeur à l'entraînement, ton travail. Puis je veux juste que tu nous parles d'une routine, d'une journée de match, parce que quand tu as joué plus de 600 matchs dans la Ligue nationale, là, c'est, pour un gardien, là, c'est énorme. Pour un gardien, là, c'est ça. Vous êtes deux habituellement, là, c'est ça. Là. Parle-nous de ça. François, heureusement, il était là juste 2 semaines dans un mois. Parce que quand il venait, c'était extrêmement difficile. Oh oui, c'était très, très difficile. Mais, tu sais, comme plusieurs croient que François Allaire, qu'est-ce qu'il a amené, c'est vraiment le style papillon, mais c'est plutôt le positionnement du gardien de but. C'est les déplacements. C'est d'être devant la rondelle pour augmenter tes chances de faire l'arrêt. Et moi, ça fitait vraiment comment que je voulais jouer, parce que je n'étais pas un gardien de but de réflexe. J'avais pas un talent exceptionnel comme un Martin Brodeur, des gars qui vraiment là, utilisent leurs réflexes puis qui sont vraiment naturels à faire des arrêts. Moi, il fallait que je sois plus bien positionné, être le plus gros possible, être agressif. Mais pour faire ça, il faut vraiment que tu travailles tes jambes, il faut que tu sois fort des jambes, il faut que tu aies un bon cardio, il faut que tu augmentes vraiment ton niveau d'énergie. Puis, c'est ça qu'on a fait. On a passé les 3 premières années que j'ai travaillé avec François. C'était dans le but que quand l'équipe allait être prête d'être des séries, toi, tu vas être prêt. Et on a travaillé, puis on a fait beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire. Les journées des matchs, tout le temps, on était sur... puis, il n'y avait pas de passe-doigt. Tu sais, je pouvais pas faire des... Tu sais, comme... couper les coins ronds, quoi que ce soit. Il fallait que je travaille fort, mais j'aimais ça travailler fort. Les gens qui sont ici, chez Saint-Hubert, t'écoutent attentivement. Les gens qui écoutent l'épisode... Il y a la journée où tu lèves le Conn Smythe puis la Coupe Stanley, puis il y a une super photo encore à Anaheim. D'ailleurs, Jean-Sébastien est dans l'équipe, la première équipe d'étoiles du quart de siècle des Ducks d'Anaheim. Alors, bravo, félicitations. On est content qu'un gars de chez nous soit là-dedans aussi. Mais on a parlé de Calgary tantôt, puis je me souviens de t'avoir rencontré. Tu étais dans la Ligue américaine au Colisée de Québec, dans le vieux vestiaire des visiteurs. Puis je pense que, si ma mémoire est bonne, c'est Grant Fuhr qui s'était amené avec l'équipe des Flames de Calgary. Puis j'avais pas le choix de te poser la question. J'ai dit, tu sais, Grant Fuhr dans l'organisation, tu sais, qu'est-ce que... Puis tu avais pris une longue pause, puis tu avais la tête un peu basse. Les gens voient les succès, mais ils voient pas le processus. Calgary, ça a été tough pour toi. Est-ce que tu dirais que ce moment-là a forgé ton caractère pour la suite? Ça l'a aidé à forger mon caractère, puis je pense qu'il fallait que je passe à travers Calgary, la ligne américaine pendant 3 ans, pour devenir le gardien que je suis devenu. Donc pour moi, là, c'est on pense tous qu'à 20 ans, 21 ans, on est prêt de jouer dans la Ligue nationale, puis c'est tellement pas le cas pour la plupart des joueurs. Puis tous ces événements-là que j'ai vécus, ils m'ont servi dans le futur après ça. Donc pour moi, ça a été des moments importants, puis probablement que j'étais découragé que Grant Fuhr était là à jouer avec moi dans la ligne américaine. Il était là juste parce qu'il avait besoin de reprendre. Il avait été blessé, donc il était là pour jouer quelques matchs. Sa forme, puis il s'était même fait huer à Saint-John. Les gens l'avaient hué parce qu'il avait mal joué. Je n'ai jamais compris ça. Là. mais ils n'ont pas donné de chance, Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire, mais ça a été, tu sais, comme c'est tellement un homme incroyable, Grant Fuhr, tu sais, comme un bon coéquipier. Puis il m'avait donné plein de conseils. Donc j'avais vraiment aimé ça quand même d'avoir 2 semaines avec lui. Tu sais, tu as parlé de l'expérience à Calgary qui était une expérience difficile parce que tu n'as pas un bon environnement pour le développement. Tu as eu la chance de rencontrer un entraîneur de gardien qui t'a cadré, qui a vu en toi du potentiel puis qui a été capable d'aller chercher le meilleur de toi. Dirais-tu que c'est un moment crucial dans ta carrière de la rencontre puis d'avoir dans un environnement, puis à quel point être dans le bon environnement
ça aide le joueur. Il y a des bons joueurs qu'on gaspille parce qu'ils ne sont pas dans le bon environnement. Jusqu'à quel point la qualité de l'environnement a eu de l'impact sur ce que tu es devenu? Si je me fais pas échanger à Anaheim, puis je rencontre pas François Allaire, travaille pas avec lui, je serais pas ici aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est certain. Okay. Donc, pour moi, là, ça a été crucial dans ma carrière d'être dans un bon environnement où je pouvais à tous les jours travailler sur mon match pour m'améliorer. On avait un but d'aller vers l'avant. Puis, honnêtement, il n'y a pas meilleure personne pour moi. Il n'est pas fait pour tout le monde, François. Il n'y a pas tous les gardiens de but avec qui j'ai joué qui aimaient travailler avec François parce qu'il était très demandant de la façon dont il fallait que tu joues vraiment de la façon dont il voulait que tu joues. Donc, il n'y avait pas vraiment de passe-droit là-dessus. Mais moi, j'aimais ça. J'étais vraiment à l'aise avec cette façon-là de jouer. Puis, si je ne le rencontre pas, je suis certain, je suis persuadé que je ne suis pas ici aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a un paquet de Québécois pour qui, des fois, Montréal, ça a passé proche. Des fois, ça ne s'est pas présenté jamais. Pendant ces années-là, est-ce que tu t'es déjà vu à Montréal? Est-ce que tu as déjà pensé que ça pourrait être Montréal? Il y a beaucoup de Québécois qui y pensent, toi. C'est-tu arrivé? Oui. C'est certain que tu y penses. En étant un gars de Montréal, ça aurait été incroyable de jouer pour le Canadien. Je pense pas que c'est passé près là, dans ma carrière, mais... au moins, j'ai eu la chance de jouer pour les Leafs, qui est quand même, tu sais, comme un peu le même feeling. Tu sais, jouer pour une équipe, tu sais, des Original 6. Puis pour moi, là, ça a été, c'est une équipe qui traite très bien leurs joueurs. J'ai passé dans Anaheim où, évidemment, on n'est pas les, tu sais, ils parlent pas de nous à tous les jours, là, dans les journaux, à la télévision. À Toronto, tu peux même pas regarder la télévision parce qu'ils parlent juste de ça. Donc, ça a été comme, j'ai vécu ça. Je suis content de l'avoir vécu. Je suis content que je l'ai juste vécu pendant 2 ans, par contre. C'est ça, parce que ça peut être là. C'est intense, c'est pas mal intense. Et bien évidemment, te garder ce regard sur la business, comme on dit, du hockey aujourd'hui. On dit que les gars patinent plus vite, s'attirent plus fort, ils sont meilleurs. Est-ce que tu remarques la même chose chez les gardiens? Est-ce que les gardiens sont meilleurs? Parce que vous aviez, votre génération, déjà élevé pas mal les standards. Vous étiez arrivé avec des techniques et tout ça, tu le disais, tu l'as expliqué tantôt. Les gars d'aujourd'hui, tu les trouves comment? Ben, ils sont meilleurs. C'est parce qu'on a plus d'entraîneurs de gardiens de but à un jeune âge. Donc, on peut vraiment travailler la game du gardien de but. Je peux prendre mon garçon, par exemple, il y a 17 ans. Je l'ai enseigné pas mal toute sa jeunesse. Donc, je pense qu'il est meilleur à 17 ans que moi, je l'étais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, il a vécu avec d'autres entraîneurs. Il n'a pas juste vu moi, parce que je pense pas que ça serait la bonne chose à faire. Donc, il a vu plusieurs autres entraîneurs de gardiens de but qui l'ont aidé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à 17 ans, il connaît sa game déjà. Moi, ça m'a pris avant de rencontrer François à 22 ans. Avant un bout de professionnel avant. Exactement. Donc, je pense que les jeunes, ils sont meilleurs aujourd'hui, sont aussi beaucoup plus gros et beaucoup plus grands et beaucoup plus agiles. C'est comme c'est incroyable. Et bien évidemment, il y a un envers de la médaille à tout ça parce que moi, j'entends beaucoup de gens dire que les gardiens de but d'aujourd'hui dans la Ligue nationale sont un peu comme des robots. C'est-à-dire qu'ils jouent un peu tous de la même façon. Et tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, tu dis non, c'est peut-être pas tout à fait vrai? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas d'accord que les gardiens de but, c'est des robots. Je pense que pour avoir du succès quand tu joues au plus haut niveau, il faut que tu aies quand même une base solide, une fondation solide. Et on apprend tous un peu la même base, comment se déplacer. Il n'y a pas 12 000 façons de le faire. Et le jeu est tellement rapide que si tu as des cracks dans ta fondation, c'est certain que tu vas donner des buts au mauvais moment. Donc, pour moi, c'est important. On a vu évoluer Samuel Montembeault dans les 3 dernières années. Puis, j'aime beaucoup comment sa game... Il y avait des cracks dans sa fondation quand il est arrivé. Et là, tranquillement, pas vite, il travaille là-dessus. Puis là, on voit un gardien de but qui est solide plus souvent qu'autrement, qui est capable d'être un gardien de but numéro 1. Mais, tu sais, c'est extrêmement difficile qu'est-ce qu'il fait. La plus grosse différence entre ton époque, ta période, on parle, une quinzaine d'années, là, de... 96-97 jusqu'à 2014, là, à peu près, mettons ton prime, là, OK? C'est le milieu des années 2000. Tu arrives, puis là, de l'autre côté, tu vois, là, en 2025. 10-12 ans. C'est quoi les plus grosses différences dans le jeu? Mettons, tu te dis, si j'avais à rejouer aujourd'hui, là,
telle affaire, il faudrait que je sois meilleur là-dedans. Il faudrait que je travaille sur telle affaire. Et c'est quoi les éléments qui te sautent aux yeux les plus importants? Moi, je pense que je me fiais beaucoup sur ma technique. J'étais vraiment un gardien très robotique, si on veut. Il faudrait que je sois peut-être un petit peu plus athlétique. Un petit peu plus, tu sais, comme réagir un petit peu plus à des choses qui sont exceptionnelles, parce que le jeu est tellement plus rapide, il y a des passes transversales plus souvent, donc tu dois être plus rapide, donc il aurait fallu que j'améliore un peu ce côté-là. Le trafic devant les gardiens, trouves-tu que ça a changé par rapport à ton époque, ou c'est pareil? Ou... Ben, ça a changé, c'est sûr qu'il y a plus de trafic, il y a plus de tout. Finalement, il aurait fallu que je sois beaucoup meilleur pour avoir du succès, mais... Puis aujourd'hui, ils font ça. Vous aviez des gros défenseurs, des fois, vous autres, pour arrêter ça, mais ils peuvent faire grand-chose. Ça piochait plus dans ton temps qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de donner de double échec ou pratiquement. Non, c'est ça. Je pense que les gardiens de but sont quand même bien protégés, je trouve. Mais c'est certain qu'à 6 pieds 4, 6 pieds 5, ils ont quand même, ces gars-là, un avantage. Moi, j'étais à 6 pieds 1, donc c'est sûr, avec le trafic qu'il y a, ça serait plus difficile, mais... Je pense que c'est des situations que aujourd'hui je m'ajusterais. Il y a peut-être la vitesse qui aurait été plus compliquée, parce qu'à un moment donné, la vitesse, c'est dur à un certain moment à rajouter. Je regarde à 6 pieds 1, t'es même pas dans la moyenne. Là. Non, c'est vrai. Je t'appelles là, il est petit. Oui, parce que c'est incroyable. Parce que tout le monde disait que j'étais trop gros. Puis à l'époque, tu étais dans les costauds. Tu étais dans les plus costauds. J'étais dans les costauds. J'étais en fait la moyenne de la Ligue. À 6 pieds 1, 205 livres. Et évidemment... je regarde, puis tu sais, tu as eu des années 60 matchs et plus. Ça, c'est l'autre affaire qui a changé. Mais avant d'aller là, Jocelyn a eu des problèmes de santé et tout ça. Marc-André s'est rendu jusqu'à 40 ans sans trop de problèmes. C'est peut-être assez unique. On va peut-être en parler de ça tantôt. Mais est-ce que toi, tu as pu sortir du hockey sans trop de difficultés, aussi comme certains gardiens de but? Ça a fait mal physiquement ces années-là? Ça a fait mal physiquement. J'ai eu des chirurgies. Je me suis opéré aux aines, les hernies sportives, les deux côtés. J'ai eu une opération à une de mes hanches. Normalement, je devrais me faire remplacer les hanches bientôt, les deux. Donc, c'est sûr que j'ai du résiduel. Mes genoux, ça va très bien. Ça, je suis content. Mais, tu sais, j'ai aucun regret. Là. Je suis content d'avoir passé à travers ça. Je me suis blessé probablement plus que la moyenne, je dirais, dans mes années. Mes aines étaient vraiment là, mon plus gros défi quand je jouais. Puis je me suis opéré, je me faisais opérer en fait à une hernie sportive au Colorado. Puis quand que le médecin a ouvert mes hernies, il est allé voir dans mes aines aussi. Puis là, il a appelé ma femme, il dit il peut pas jouer de même, c'est impossible, il faut que je l'opère. Mais ça peut finir sa carrière si je le fais. Puis je savais pas, j'étais endormi. Fait que là, ma femme a dit oui, faites-le. J'ai sorti. C'est une bonne chose, hein? Non, mais j'étais coupé de partout. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, finalement, mais ça m'a beaucoup aidé, en fait. J'ai gagné beaucoup de flexibilité à cause qu'il avait opéré mes aines. Les gens ne pensent pas à quel point ces carrières-là peuvent hypothéquer un corps. Parce que t'es pas vieux, t'es encore un jeune homme, là. Non, c'est ça. En fin de semaine, m'avez vu, j'avais l'air d'un gars de 80 ans, j'avais de la misère à marcher, puis c'est difficile. Il y a des journées c'est plus difficile, mais comme je dis, j'ai aucun regret. Non. C'est pas la fin du monde, je fais rien de trop physique. Des fois, j'ai des excuses pour m'entraîner, j'ai mal au dos. Les jeunes aujourd'hui, on dit que les gardiens font trop rapidement un sport spécifique. Au hockey, il y a beaucoup de jeunes en bas de 30 ans qui ont des opérations aux hanches. En bas de 30 ans. Alors, est-ce que tu penses, avec le recul, maintenant, toi, tu es sorti de ta carrière, tu regardes ça, est-ce que c'est important pour les jeunes joueurs et les joueuses aussi, parce que de plus en plus, les filles vont avoir des carrières puis des longues carrières. Est-ce que c'est important de l'été, d'avoir des pauses, d'arrêter de jouer au hockey au lieu de toujours faire des camps, puis toujours être à genoux, toujours faire des déplacements c'est ça qui sollicite les hanches puis les aines, en fait? Oui, moi je pense que c'est crucial. Tu peux pas, l'été, il faut prendre un break. Absolument. Puis prendre un break, ça veut pas dire d'être inactif puis d'être sur ton divan à manger des chips. C'est vraiment comme
prendre un break, peut-être faire un autre sport qui est quand même des fois super le fun, c'est plaisant, ou faire un entraînement, faire l'entraînement en but d'améliorer les faiblesses que tu as dans ton sport. C'est souplesse, tu travailles un peu de souplesse. Exactement, pour un gardien de but, travailler la souplesse, faire du yoga, qui ça a l'air bien anodin, mais qui m'a servi beaucoup dans ma carrière. Donc, pour moi, là, faut vraiment prendre une pause. Puis en plus, jouer au hockey 12 mois par année, là, c'est pas vraiment. Tu sais, à un moment donné, tu viens tanner. Ça devient trop difficile parce que t'es jamais sur la glace juste pour le plaisir. Ouais. Même, t'es toujours sur la glace dans le but d'essayer de t'améliorer. Donc, c'est toujours. L'état d'esprit, c'est jamais relax. Exactement. Dirais-tu que pendant le temps où tu as joué, on a globalement bien pris soin de toi? Je pense que ça dépendait des équipes et des budgets. Il y a ta blonde là, qui a pris soin de toi là, au téléphone. Elle dit non, on fait un job au complet. Mais est-ce qu'on a globalement pris soin de toi ou si à un moment donné, il y a, mauvais français, il y a un downside aussi là-dedans? Là? Ben, oui, je pense que c'est la responsabilité du joueur de prendre soin de lui. Ouais. La première personne responsable, c'est le joueur. Les équipes, beaucoup plus aujourd'hui, là, ils ont tellement de staff qui prend soin des joueurs. Ils ont des statistiques pour t'aider, le sommeil et toutes les choses qui peuvent... La nutrition aussi, ils t'aident aussi beaucoup là-dedans. Donc, pour moi, tu as tous les outils possibles, si tu veux, comme joueur, pour t'aider. Il y a aussi, on a accès aux meilleurs médecins. Là. Si on a quoi que ce soit, on peut aller se faire opérer par les meilleurs médecins au monde. Donc, pour moi, là... oui, on a quand même pris soin de moi, mais je pense que dans, mettons, mes premières années, peut-être qu'il manquait un petit peu de staff. T'sais, on avait peut-être un trainer par équipe pour avant les matchs. Penses-tu que le fait que tu arrives à un certain temps de ta carrière, tu es établi, là, tu as tous les soins, mais pendant que tu es dans le bas, tu pousses pour monter. C'est pas là que ça manque de service. C'est là que des fois, c'est un peu plus difficile, mais je dirais aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. Si on prend le Rocket de Montréal, je suis certain qu'ils ont tout le monde nécessaire pour t'aider. Mais quand j'étais à Saint John, on avait un entraîneur et on avait un trainer qui s'occupait de l'équipement et s'occupait aussi du médical. Donc, des points de suture. Oui, c'est ça. Donc, en même temps qu'il est en train d'exer les patins, il est en train de faire des points de suture. C'est pas idéal pour développer des jeunes joueurs de hockey. C'est là souvent que tu te blesses. Puis j'avais rencontré le Dr Philippon, c'est un Québécois qui opère aux États-Unis, à Vail aux États-Unis. C'est lui qui m'avait opéré à ma hanche. Puis il m'a dit... moi, idéalement, je verrais tous les gardiens de but à 20 ans. Je les opérerais tous. Parce qu'il dit, je préviendrais plein de blessures plus tard dans leur carrière. C'est incroyable. On va prendre une petite pause, mesdames, messieurs. Encore une fois, merci d'être avec nous. Nous sommes au restaurant Saint-Hubert de Sainte-Julie sur la rive sud de Montréal avec Danny et Jean-Sébastien Giguère. On vous revient dans un petit moment. Nous sommes de retour au Saint-Hubert de Sainte-Julie sur la rive sud de Montréal pour cet épisode de Bon Match avec un public généreux et présent avec nous aujourd'hui. Jean-Sébastien Giguère qui est toujours avec nous, Danny. Moi, je suis curieux de savoir... on va revenir un petit peu aux Canadiens parce que tu as effleuré, bien sûr, Jean-Sébastien, Samuel Montembeault. Ça prend des nerfs pour garder des buts à Montréal. Quand tu regardes Samuel, tu vois quoi? Est-ce que tu vois un gars qui est bien taillé pour la job? Pas juste arrêter les rondelles, mais tout autour. Absolument. Oui, je le connais depuis longtemps, Samuel. Depuis que l'Armada de Blainville-Boisbriand est à Blainville ou à Boisbriand, je suis actionnaire. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec Samuel quand il était jeune. Puis, il a un talent exceptionnel. C'est vraiment un gardien de but qui aime travailler, travaille fort. Aussi, il y a le gabarit de l'emploi des gardiens de but aujourd'hui. Il y a un bon mix entre... il y a une bonne technique, mais il est aussi capable de faire des arrêts. La réaction. La réaction. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est un bagarreur.
souvent, des fois, il se met dans le trouble, là, il part mal ses matchs, il donne un mauvais but. Mais après ça, on le voit rebondir parce que c'est un gars qui aime se battre. Ça, c'est des traits que j'aime beaucoup pour un gardien de but. Puis honnêtement, comme je trouve que une belle personnalité, c'est pas un gars qui recherche le spotlight. C'est pas le gars que tu vas voir si tu vas au plus beau bar de la ville ce soir, tu le verras pas là. C'est pas le genre de gars qui est comme ça. Puis je pense que c'est le genre de profil que tu as besoin pour être un gardien de but à Montréal. À Montréal. Parce que sinon, on dirait que tu recherches la critique aussi. Ouais. Tu te mets dans des situations. Il y en a qui sont... Puis, je peux parler de Théo. Ouais. On s'entend, José Théodore, c'est un gars qui aime ça un peu. Il était plus flamboyant comme personnalité. Exactement, ouais. Mais ça fait partie de sa personnalité. Ouais. Samuel, ça le faisait carburer. Oui, des fois, si on critiquait, son jeu était meilleur. Il était de même. Mais, tandis que Samuel, tu as l'impression que le match, premièrement, moi, ce que je trouve, c'est que il y a l'attitude aussi très, très orientée vers l'équipe. Oui. Donc, l'autre soir, ça allait moins bien. L'après-midi, il dit le match, il dit, moi, là, il dit, ouais, mais tu sais, vous comptez pas beaucoup de buts. Ouais, mais dis-moi, là. Moi, il faut que je sois meilleur. Moi, il faut que je fasse la réclé au bon moment. Je ne l'ai pas faite aujourd'hui. Ça fait que c'est moi, là. Puis ça, je trouve ça important. Ça prend du courage de faire ça à Montréal. Oui, exact. Oui, parce que c'est drôle, parce que peut-être pas nécessairement des gardiens de but, mais moi, j'ai entendu des joueurs du Canadien me dire, quand les micros baissent, là, avant qu'on s'en aille, se fait pogner par le bras, ou pas vraiment, mais tu sais, t'attendais-tu à ce que je m'auto-flagelle comme ça sur la place publique? Là, c'est pour ça que c'est pas facile. Mais moi, Samuel Montembeault, il me fascine parce que il a toujours le bon ton. Il dit quand ça va pas, mais il dit pas en déprimant. Là, il dit, puis un coup qu'il le dit, c'est terminé, puis il passe à d'autres choses. Il y a une faculté intéressante, en tout cas, ce jeune homme-là. Non, je suis d'accord. Puis moi, je pense qu'il vient d'une bonne famille, justement. Comme les gens terre à terre. Exactement. Puis c'est le genre de gars que tu vas voir au camping du coin pendant l'été. Là, il va être avec sa famille. Les œuvres de charité, exactement. Généreux. Vraiment une bonne personne. Être terre à terre dans ce milieu-là, Jean-Sébastien, à l'époque où tu as joué, 90-2000, puis en 2025, c'est encore important. Hein? C'est encore important. Encore plus aujourd'hui, parce que là, t'es scruté de partout. Tout le monde a un téléphone, une caméra. Donc, t'as pas vraiment de vie privée. Donc, pour moi, c'est important d'être terre à terre, de ne pas oublier de où tu viens. On vient tous d'une place, la plupart d'entre nous. Moi, j'étais un petit gars de Laval, une famille de 5 enfants, où on n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait passer les jambières pour faire là, hein? Passer les journaux, ramasser les bouteilles vides. On passait les journaux pour payer le hockey et tout ça. Donc, c'est important de jamais oublier ça. J'ai été choyé, là, je le dis, j'ai été très chanceux j'ai eu une belle carrière, j'aurais jamais rêvé à ça, d'avoir une aussi belle carrière. Je rêvais de gagner la Coupe Stanley, mais quand tu la soulèves pour de vrai, dans la rue, au parc, c'est quelque chose quand tu enlèves pour vrai. Oui, c'est vraiment quelque chose. Mais, ton nom est dessus, c'est l'éternité. Il y a aussi un jeune homme qu'on a vu arriver, Jakub Dobeš. Je sais que les gens l'ont beaucoup aimé tout de suite parce que ça a parti vite. Il a commencé, il est allé blanchir les champions de la Coupe Stanley chez eux. Couple de jours après, il bat une autre équipe qui avait gagné la Coupe Stanley. Puis là, c'est parti. À Montréal, hein, on va jamais trop vite, nous autres, hein, on s'enflamme pas. Le partisan canadien général est quelqu'un de assez terre à terre. Puis, mais ceci dit, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que ça a commencé très fort. Peut-être que dans tes premiers matchs de la Ligue nationale, tu as eu des moments comme ça exaltants. Puis là, à un moment donné, oups, t'en perds une. Puis là, oups, le coach, le crochet, il te sort. Penses-tu que Dobeš, hier, quand il est retourné chez eux, il s'est posé des questions? Assurément qu'il s'est posé des questions, mais je pense qu'il doit être assez bien entouré. L'entraîneur, c'est Éric Raymond à Montréal. C'est certain qu'il n'est pas parti sans y avoir parlé. Et ça fait partie du processus. Hein. Tu dois avoir des matchs où c'est plus difficile pour devenir un meilleur gardien de but. Et honnêtement, c'est facile d'avoir une bonne semaine, 2 bonnes semaines, un bon mois.
Mais après ça, de suivre ça avec un autre bon mois, puis une bonne saison, puis 2 bonnes saisons, là, ça devient plus compliqué. Donc, je suis vraiment pas surpris de voir que là, il passe à travers une partie un peu plus difficile. Mais, tu sais, j'aime ce que je vois. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être une coupe de failles là, dans son fondation qui doit travailler. Oui. Mais, tu sais, c'est un gars qui semble travailler très fort, qui semble, tu sais, comme énergétique quand il joue. Donc, pour moi, tu sais, le reste va venir avec l'expérience. Mais avant d'enlever le spot à Samuel Montembeault... Là, il y a du millage à faire. Oui, on a une couple d'années. Mais c'est quoi les choses les plus évidentes pour toi de ce que tu vois de lui? Tu te dis, bon, mettons, là, ça, c'est une faille dans son jeu. C'est une affaire que il pourra pas... faut vraiment qu'il change ça. Là. Ben, je le trouve... Comme dans ses déplacements, des fois, il se déplace un petit peu trop vite, un petit peu trop loin. Ouais. Il ouvre aussi. Tu sais, moi, j'étais un gardien de but qui était compact. J'essayais de ne pas avoir de trous à travers mon corps, entre mes bras, entre mes jambes. Tu sais, je le vois un petit peu moins en contrôle de sa game. Mais si on m'avait vu à 22, 23 ans, là, j'étais pas mal payé que ça. Donc, pour moi, là, tu sais, j'aime. Il a une belle grosseur. Ouais. Tu sais, il semble avoir un beau talent. Donc, c'est un gardien de but que tu as vraiment quelque chose à faire avec. Là, des fois, les gardiens, ils prennent une mauvaise lecture de la situation. Fait que là, ils vont être plus agressifs. Plus agressif veut dire sortir un petit peu plus. C'est pas grand-chose. Là. C'est un pied et demi. Là. Pas grand. Oups, la longueur de la table. Au lieu d'être là, tu es là. Mais là, la passe se fait... Là, tu es obligé d'ouvrir. Oui, là, tu es dans le trou parce que là, tu arrives en retard. J'ai souvent dit, moi, là, quand que je jouais, en fait, si vous voyez un arrêt spectaculaire de moi à la télévision, c'est parce que je venais de faire une erreur. Ouais. C'est super beau être à la télévision. Puis... Mais j'ai l'artisan de mon malheur. C'est le fun d'être dans un jeu de la semaine, dans le top 10 à TSN, à RDS. François, il l'aimait pas, celle-là. Et aussi, par rapport à Dobèche et Montembeault, jouer, garder les buts pour une équipe qui se reconstruit, qui est plus permissive en défense, c'est peut-être plus dur aussi parfois. Parce que des fois, tu sais que tu l'as fait le travail. Tu sais que tu étais là au bon moment, mais tu peux pas tout faire quand tu gardes les buts. Ça aussi, ça sert à blinder l'individu, jouer pour une équipe, parce que, tu sais, tu as joué pour des équipes des années où les Ducks étaient moins là et tout ça. Alors, quand tu vois ce qui se passe avec eux et ce que tu as peut-être vécu, c'est quoi la relation que tu fais quand tu sais ce qu'ils vivent, probablement, aussi? Oui, bien, tu sais ce qu'ils vivent, mais je sais ce que, tu sais, comme, mais je pense qu'il ne faut pas trop se mettre de pression sur les épaules côté victoire-défaite. Il faut essayer de couper les erreurs le plus possible. Avec ton entraîneur de gardien de but, vraiment avoir une bonne analyse de ta game, parce que faut que tu joues ta game dans la game du Canadien, donc c'est important de bien analyser ta game. Si tu as bien joué, tu as fait qu'est-ce que tu avais à faire, mais l'équipe n'est pas prête à gagner tous les soirs, c'est correct. Parce que quand que l'équipe, toi, tu dois t'assurer d'être prêt quand l'équipe va être prête. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter. Si, mettons, le Canadien, dans 1 an ou 2, on a une équipe qui est compétitive, qui est prête pour aller dans les séries. Il faut que le gardien soit rendu là. Il faut absolument que Samuel Montembeault ou Dobèche ou n'importe quel les deux soient prêts. Donc, moi, je pense qu'ils vont l'être parce qu'ils vont avoir vécu un paquet de situations, bonnes et moins bonnes, puis ils vont avoir l'expérience aussi. Quand tu gérais tes matchs, là, c'est quoi l'affaire la plus importante? Tu dis, bon, je veux... Parce que tu te bats contre le gardien de l'autre bord aussi. Là. Il y a quand même ça. Tu sais, il y a ceux qui disent que non, tu joues contre l'autre équipe, le gars là, l'autre bord. Tu veux, le gars l'autre bord, là, c'est toi puis moi. Là, ça, c'est pour nous autres, les médias, habituellement, ces phrases-là. Dans leur tête, ça sonne pas de même. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est, tu sais, au moment où tu donnes tes buts, ton pourcentage, tu sais combien, es-tu capable de tenir un but à toutes les 15 shots, à toutes les 12 shots? Y a-tu des choses, des paramètres, tu dis, ça les 5 premières minutes de ma période, la 5 dernières minutes, les désavantages numériques, y a-tu des affaires qui te permettaient de dire, j'ai eu une bonne gestion de match, j'ai fait ce que j'avais à faire? Tu les as-tu nommés? Non, mais pour toi, là. Non, pour moi. Avec François, on toujours regardait les matchs après que j'ai joué, puis il fallait que j'aie moins de 5 erreurs techniques. Okay. Donc, ça, c'était important. Techniquement, je devais être. Dans tout le match? Dans tout le match. Quand je faisais moins de 5 erreurs, j'avais un bon match normalement. Tu sais, ça allait bien. François, il faisait des statistiques, là, il y avait toutes ces choses. Donc, mais si je faisais plus que 5 erreurs, là, ça devenait plus difficile. Des fois, j'étais chanceux. Je faisais une erreur
ça pouvait pas toucher le poteau, des choses comme ça. Mais quand je montais à 7, 8 erreurs, 9 erreurs dans un match, là, c'est là que je donnais 3-4 buts. C'est là que je rendais la situation plus difficile à mon équipe. Mais sinon, tu sais, les débuts de match, les 10 premières minutes, les 10 dernières minutes, premiers 5 minutes, derniers 5 minutes de chaque période. Ouais. Tu sais, moi, au début de ma carrière, c'était 1 but sur 10 lancés. On essayait pour le 90% d'efficacité, mais là, à la fin, c'était 1 pour 12. C'est toujours... on monte. Ouais, on pousse. Ouais. Puis j'essayais, là. Si je donnais un but, puis là, j'étais rendu à 7-8, là, je me battais pour me rendre à 12. Là, j'essayais de me donner un petit gap pour le prochain but, parce que je savais qu'il allait en avoir un autre éventuellement. Donc, tu sais, c'était vraiment... J'essayais d'avoir 92% d'efficacité. Je pense pas que je l'ai déjà eu dans ma carrière, mais on visait pour ça quand même. Ça donnait souvent des bons matchs. Tu as côtoyé un petit peu Martin Saint-Louis, tu l'as effleuré. 913, son pourcentage jusqu'à en carrière. C'est 913. 913, oui. 913, c'est très bon. 913, c'est très bon, ça. Tu as côtoyé un petit peu Martin Saint-Louis, tu l'as effleuré tantôt. Aurais-tu aimé l'avoir comme coach? Ce que tu vois de lui maintenant, là, en 2025, versus, évidemment, il n'était pas là quand tu l'as connu, mais... Absolument. J'aurais adoré avoir Martin comme coach. C'est un bon ami à moi. C'est vraiment une bonne personne. On a joué quelques saisons ensemble là, dans les mineurs avec les Flames aussi à Calgary. Oui. Et c'est vraiment là, un chic type. Et d'ailleurs, la première pratique que j'ai faite avec François Allaire, c'était l'été. Ouais. Il m'avait dit, viens m'aider, j'ai des jeunes juniors. Ça, c'est après que j'ai fait la vidéo. Puis il dit, viens m'aider la semaine prochaine, là, les jeunes juniors, tu vas pouvoir leur montrer, puis tu rentreras dans les drills avec eux. Mais la veille, c'était l'entraînement de vie de garçon à Martin Saint-Louis. OK. Puis là, on avait fêté juste un petit peu trop. Ça a été une journée difficile. Pas une bonne première impression. Non. Quand tu le vois aujourd'hui, de la façon dont il compose avec tout ça, coaché, puis autour, parce qu'on a parlé de Montréal tantôt, on a parlé de garder les buts dans ces marchés chauds-là. Martin Saint-Louis, on voit plus souvent que M. Legault, le premier ministre dans les médias. Comment tu trouves qu'il s'en sort? Moi, je trouve qu'il fait un excellent boulot. J'adore la façon qu'il voit la game, comment qu'il l'analyse, toutes les one-liners qui sortent, là, ça, je trouve ça très savoureux. C'est le roi de la Ligue. Non, exactement. J'adore ça. Puis, il était-tu comme ça quand il était jeune? Il était comme ça, puis un pince sans rire, vraiment un bon gars. Toujours prêt à aller avoir du fun, puis à avoir un bon souper avec les gars. Mais qu'est-ce que j'aime de lui, c'est que c'est un être humain. Ouais. Malgré la pression, malgré le fait que il est à Montréal, puis les gens, tout le monde veut qu'il gagne, tout ça, il reste lui-même. Il reste lui-même avec les joueurs. C'est pas le genre de joueur qui va de coach qui va venir te crier après. Puis, si j'étais un entraîneur de hockey mineur, c'est ça que je voudrais être. C'est un genre d'entraîneur comme ça où ça donne rien de crier après les jeunes puis d'essayer de les pousser, d'essayer d'apprendre à les connaître. Puis de les comprendre. De les comprendre. Puis t'as 17 jeunes, essayer d'apprendre. C'est 17 différents jeunes. Pour moi, c'est important d'être humain avec eux autres. Avant de passer à la pause, puis revenir à ce que tu fais maintenant, moi, j'ai rencontré un gars que je considère comme un phénomène cette année, tantôt, cet après-midi, lorsque je suis allé rencontrer l'équipe américaine pour les 4 nations. J'ai rencontré Connor Hellebuyck qui joue un peu comme les gardiens un peu plus de ton époque, puis un petit peu avant, puis qui joue le nombre de matchs aussi de cette époque-là. Puis, écoute, c'est extraordinaire. Il est en train de réécrire le livre des records des gardiens de but américains dans la Ligue nationale. T'observes quoi de lui quand c'est le meilleur actuellement dans la business, ce que dit tout le monde. Qu'est-ce que tu observes de particulier chez lui quand tu le vois? Ben, moi, si le gardien de but est capable de jouer autant de matchs, puis c'est ton meilleur joueur, ou pourquoi pas le faire jouer? J'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est peut-être que les journées où tu joues 2 matchs en 2 soirs, c'est là que tu peux lui donner un repos, parce que c'est là que c'est vraiment dur, je trouve, sur le corps du joueur. Mais moi, j'adore comment il joue. Là. C'est un gardien de but qui rend la game facile. La rondelle lui touche. Puis il y a comme un Américain qui s'en va jouer à Winnipeg, là, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Je trouve qu'il vraiment représente bien
sais, il a signé pour 8 ans avec eux autres. Oui, en plus. Puis, comme, moi, je trouve ça formidable. Il n'y a pas tout le monde. Honnêtement, pas sûr que j'aurais voulu signer 8 ans à Winnipeg. Non, hein? Je vais être honnête. Très honnête. Mais nous autres, on y va une fois par année, puis je te comprends. Nous autres, 2 jours, c'est assez. Mais un Américain qui veut aller jouer là, c'est quand même incroyable. Je le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais je lui lève mon chapeau. C'est une petite dernière avant la pause. Si on posait la question, est-ce que ce serait pertinent de retirer le chandail de Carey Price? Et est-ce que tu penses que Carey va aller rapidement au temple de la renommée? Tu as joué contre lui, tu le connais. Oui. Un gardien de but incroyable. Un va pas sans l'autre. Ouais. Tu sais, je pense, surtout le temple de la renommée. Si tu rentres au temple de la renommée, d'après moi, il faut vraiment que. Chandail retiré. Ouais. Je pense qu'il va rentrer au temple de la renommée. Ouais. C'est pas nécessairement, faut pas oublier aussi, c'est pas juste la Ligue nationale de hockey, il en a fait quand même beaucoup dans la Ligue nationale, mais c'est aussi international, qu'est-ce que tu as fait avec l'équipe Canada, des choses comme ça, aux Olympiques. Ben oui. Donc pour moi, là, il a été un bon ambassadeur pour le hockey. Il mériterait d'être là, aucun doute là-dessus. Dans les quelques entrevues que j'ai fait avec Jean-Sébastien, il était à Toronto dans ce temps-là, il me dit, il n'y a personne qui veut ça, la job d'auxiliaire à Carey Price. Donc, c'est le pire job dans la Ligue nationale. Mais il te l'a dit en dehors des ondes. Tu n'es pas supposé de répéter. Non, il l'a dit à micro ouvert. Il l'a dit à micro ouvert. Ouais, tu finis par jouer 15 matchs par année. C'est long, hein? Mais je l'ai fait. Ma dernière année avec Colorado, c'était Patrick, mon entraîneur. Puis vers la mort, écoute, il était en feu. Il a eu sa meilleure saison à vie, je pense. Puis j'ai joué 20 matchs, j'ai trouvé long. C'était une longue saison. On va s'arrêter quelques instants, mesdames, messieurs, puis on va revenir au retour avec Jean-Sébastien et Danny. Là, on va parler de 2025. Qu'est-ce que Jean-Sébastien Giguère fait maintenant? Comment c'est la suite des choses? Père de famille, tu l'as effleuré tantôt, on va parler de ça. Alors, depuis Saint-Hubert à Sainte-Julie, qui nous reçoit pour cette édition en public de Bon Match, merci encore. Merci également à Remax Québec, nos fidèles partenaires depuis 2 saisons maintenant. On s'arrête et on revient dans un moment. À nouveau, la bienvenue tout le monde chez Saint-Hubert de Sainte-Julie pour cet épisode de Bon Match. Danny, il faut remercier Pierre-Olivier Ménard et Benoît Landry qui sont les chefs d'orchestre ici pour Saint-Hubert de Sainte-Julie. Des autres extraordinaires. Formidable. Et on avait su dans un de nos épisodes, Danny, qu'il s'était passé quelque chose de spécial ici. Exactement. Chez Saint-Hubert à Sainte-Julie. Il y a eu de la magie. Il y a eu de la magie chez Saint-Hubert à Sainte-Julie. Ouais. André Tourigny, l'entraîneur de la Ligue nationale, qui entraîne l'équipe de l'Utah, qui était en Arizona, a embauché son adjoint ici. Mario Duhamel. Ils ont eu une rencontre ici qui a duré plusieurs heures d'ailleurs. Et à la fin de la rencontre, André s'en allait rencontrer un potentiel candidat. Il a annulé la rencontre, puis il a décidé d'engager le gars avec qui il avait mangé une poitrine avec une petite crémeuse. Lui, je pense qu'il a pris un club sandwich. Mais connaissant André, il doit avoir mangé 2 poitrines. Il est gourmand, André. Alors, tu sais, c'est formidable parce que chez Saint-Hubert, il y a beaucoup d'histoires québécoises comme ça qui ont certainement passé dans vos vies et dans les vies des gens qui nous écoutent. Alors, merci encore Pierre-Olivier Ménard et aussi Benoît Landry. Merci Saint-Hubert. Ouais. Jean-Sébastien Giguère, 2025, on a effleuré un petit peu la question. Tu as entraîné ton fils, tu es impliqué financièrement auprès de l'Armada et tu travailles aussi avec les gardiens. Alors, tu t'es pas trop éloigné de la glace. Comment tu te nourris à travers ça là-dedans? J'adore ça. J'adore travailler avec les jeunes joueurs de hockey. Je pense que... Là, tu es sur un programme sport-études? Oui, dans la RSEQ, donc le programme scolaire, le hockey scolaire au Québec, et avec l'école Lucille Teasdale à Blainville. Donc, on a 6 clubs au total. Donc, j'adore ça. Là. On a vraiment une belle gang d'entraîneurs, de joueurs, de parents. Puis, c'est du beau calibre.
c'est peut-être pas le meilleur calibre au Québec, mais c'est du beau calibre, c'est compétitif. On est sur la glace 3 fois semaine le matin avant l'école avec du gym. On joue partout à travers le Québec, donc c'est vraiment le fun. Tu voulais redonner? C'était une question de redonner ce qu'on t'a donné, peut-être? Oui, absolument. En fait, l'Armada, c'était plus ça, parce que le hockey junior, là, c'est pas vraiment... Pas pour faire de l'argent. Non, pas. Ça dépend où t'es. Il y a des marchés, j'aimerais bien ça être. Où t'as joué, là? Eux autres, ça va bien. Oui, à Halifax, ça va super bien. Mais Blainville-Beaubriand, c'est une autre histoire. Mais le but, c'est vraiment de redonner aux jeunes, essayer de donner un environnement où les jeunes peuvent grandir, se développer, essayer d'en faire des hommes en premier. Et peut-être, à travers tout ça, on peut mettre un joueur de hockey ici et là qui joue dans le professionnel et j'aime ça. J'aime ça ce que tu dis parce que on la perd peut-être un peu cette perspective-là que d'abord et avant tout, on contribue à former des adultes. Puis les collèges américains, le niveau scolaire américain, ton fils est dans ce système-là. Souvent, ils vont avoir cette approche-là au football, dans plusieurs sports. Ils vont former des citoyens. Il y a aussi des élites qui vont là pour faire du sport, puis dans certains sports, ils font de l'argent, là, mais l'approche, c'est ça d'abord. D'abord et avant tout, on prend des jeunes, tu sais, le hockey junior, c'est entre 16 et 20 ans. Quand tu les prends à 16-17 ans, c'est encore des bébés. Là. C'est encore des... Tu sais, mon plus vieux, il a 17 ans, puis il est bébé, ça, je vous le dis. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup à apprendre, puis c'est notre responsabilité de les mettre dans un environnement où ils peuvent apprendre, ils peuvent grandir, ils peuvent devenir des hommes, des personnes qui vont contribuer à la société. Ben oui, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de hockey après ça. Là. Pour la plupart, il n'y a pas de hockey. Hein. Donc, tu sais, il faut les aider à... Ça devient l'école de vie. Oui, c'est une école de vie. Et à travers tout ça, il faut que tu ailles à l'école. On pense beaucoup que le hockey junior, les jeunes ne vont pas à l'école. C'est pas le cas. Tu joues pour l'Armada, tu vas à l'école, c'est obligatoire. Puis, tu sais, d'ailleurs, je pense que c'est partout à travers. C'est comme ça, dans le junior majeur. Donc, les équipes prennent soin de leurs jeunes. Puis, c'est pour ça que je voulais m'impliquer, parce que le junior majeur me fait vivre tellement de belles choses. J'ai rencontré ma femme à Halifax. Grâce à ça, j'ai 3 enfants. Tu sais, c'est tout ce que ça m'a permis de vivre, le hockey junior. Là, ça m'a... Je veux vraiment que tu nous parles de Maxime, parce que ton fils, le plus vieux, est dans la région de Philadelphie. Oui, à Philadelphie, oui. Et c'est un gardien de but. Absolument. Malheureusement. As-tu essayé de l'envoyer comme joueur? Oui, ça n'a pas marché. Non. Okay. Non, mais lui, il vit quelque chose de particulier. Puis j'aimerais que tu nous parles de sa situation, parce que c'est un jeune homme qui est déterminé. Puis c'est une belle histoire. Oui, vraiment une belle histoire, Maxime. Il est venu au monde aveugle d'un œil, tu sais, puis c'est un petit gars qui il voulait absolument jouer au hockey, il voulait être gardien de but. Puis, tu te dis comme parent, c'est sûr, il voit son père, son idole, il veut être comme lui. Tu te dis, on peut peut-être faire quelque chose d'autre qui est moins demandant, mais tu penses, tu veux juste que le jeune s'amuse, puis tu peux pas y enlever ça exactement. Puis, il y a la passion. Il y a la passion. C'est un gars qui doit travailler beaucoup plus fort que n'importe quel jeune de son âge à 17 ans, juste pour enlever les sceptiques. Il n'y a pas personne ici, même au Québec, qui veut vraiment y donner une chance. C'est pour ça, présentement, qu'il est aux États-Unis. C'est pas parce que je veux qu'il aille aux États-Unis. C'est pas parce que je veux payer le prix que ça coûte aux États-Unis, parce que ça coûte extrêmement cher. J'aimerais mieux qu'il soit au Québec. Lui, il a une limitation là, à cause d'un œil. Ça fait que, donc, c'est plus compliqué de suivre le jeu. Comment? C'est plus compliqué, mais je pense qu'il s'est adapté. Il a développé des stratégies. J'ai travaillé beaucoup avec lui, justement, sur des stratégies. On triche un peu d'une certaine façon pour s'aider. Puis quand tu viens au monde avec un œil, je pense pas que c'est comme perdre un œil quand tu es un adulte ou quoi que ce soit. Je pense que lui, il est venu au monde comme ça. Il n'a jamais vu autrement. Donc, pour lui, c'est de la façon dont il voit. Puis, honnêtement, c'est vraiment, vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il peut faire sur la glace. C'est incroyable. Les 2 autres garçons font quoi? J'en ai un de 15 ans qui joue au basketball. OK. Puis, un sport que j'apprends à découvrir. J'adore ça. Oui, premièrement, il fait pas froid dans la... Non, déjà, en partant, ça, c'est merveilleux. Vois-tu, moi, j'arrive de l'aréna. Regarde comment je suis habillé. Là. Non, dans un gym, c'est parfait. On se met en t-shirt puis on aime ça. Mais c'est un beau sport. Je l'ai même coaché quand il était plus jeune. Je connaissais
connaissais pas les règles, là, c'était pas chic. Tu l'as encouragé. Je pouvais les faire courir. Genre, on court. Faut être en forme pour jouer à ça. Mais là, il prend vraiment goût, il prend confiance, puis c'est vraiment le fun de le voir se développer dans son sport. Il joue pour son école à Saint-Jérôme, une école... Est-ce qu'il y a le gabarit pour jouer, mettons, collégial, universitaire? Ben là, il est rendu quasiment à 6 pieds. Fait que là, il grandit, mais je dirais, son équipe, ils ont tous 6 pieds 3, 6 pieds 4 en secondaire 4. Non, c'est incroyable. Non, tout le monde est grand. Tu vas dans un tournoi de basketball, là, c'est comme, OK, je suis petit. Puis, il y a mon plus jeune qui a 12 ans, là, que présentement, je suis assistant coach pour son équipe. Donc, ça aussi, c'est lui, il joue. Il joue. Lui, c'est un défenseur. Un défenseur. Il a compris. Oui, il a compris. Le meilleur ami du gardien. Ça va bien aller. Coupe les erreurs. Et bien évidemment, quand on arrête la carrière de joueur, il y a peut-être une foule d'opportunités qui s'offrent à toi. On te voit aussi de temps à autre à TVA Sport. Est-ce que tu aimes l'aventure des médias? Comment ça se passe pour toi? Puis qu'est-ce qui t'a attiré là? Ben, en fait, ils m'avaient appelé, ils m'ont approché pour aller essayer. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment rien de prévu après ma retraite. Donc, pourquoi pas l'essayer? J'aime ça, oui, j'aime ça. Parce que, on côtoie des gens tu sais, des anciens joueurs, des journalistes qu'on a côtoyés que j'ai côtoyé toute ma carrière. Donc, ça, c'est intéressant. Aussi, ça me garde aussi dans le hockey, à jour dans le hockey. Donc, c'est facile de pouvoir regarder des matchs parce que tu sais que tu vas pouvoir en parler éventuellement. Puis, tu sais, je pense, tu sais, je sais pas si j'ai la passion, comme, mettons, vous avez la passion. Puis, tu sais, c'est peut-être pas quelque chose que je voudrais faire à tous les jours, mais de rester une fois par semaine, oui, ça, j'aime bien ça. Puis, le travail de développement que tu fais, si aujourd'hui on te demandait qu'est-ce que tu veux continuer dans ta vie, est-ce que ça a pris cette importance où tu dis, je peux plus me passer de ça? Ben, c'est sûr que là, je vais me rendre jusqu'à temps que mon plus jeune s'en va, mais je pense que je me vois. 5 ans à peu près. C'est 5 ans, un autre 5 ans. Mais je me vois rester, je pense, dans le hockey. J'ai fait du hockey depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Est-ce que tu aimerais devenir entraîneur des gardiens, faire des choses comme ça, ou ça, c'est... Pas nécessairement entraîneur des gardiens. Je pense que j'aime plus être en avant, j'ai plus de... Tu sais, malgré le fait que j'ai aucune idée, des fois, je leur dis des choses, puis probablement que ça fait aucun sens, mais... Ils ont l'air aimé ça, mais j'aime aller chercher de l'information, j'aime parler aux autres entraîneurs, voir si qu'est-ce que je dis, ça fait du sens. Donc pour moi, non, j'aime bien ça. Des fois, je me parle là, en arrière du vent, je comme toi là, parce que là, t'as l'air un fou. Là, mais puis tu sais, je crie jamais après les jeunes. C'est pas comme, mais je suis tellement impliqué, j'aime ça. Puis là, j'essaie de les pousser, puis tu sais, comme je trouve ça motivant. Mais c'est ceux qui sont inspirés par ça. Là. Écoute, un entraîneur qui est là. Surtout avec les jeunes. Ben oui. Quand les jeunes sentent que l'entraîneur veut, là, tant qu'il n'y a pas de débordement, c'est parfait. Là. Ils sont inspirés jusqu'à un certain âge. Puis là, il y a un âge qui arrive, là, ils sont plus inspirés du tout. Ça s'appelle l'adolescence. Oui, c'est ça. Fait que là, parce que mon plus vieux, je l'ai coaché jusqu'à 15-16 ans, là, rendu là. C'était comme... il avait la moitié qui fermait. C'est ça. C'est l'âge où ça prend 2 adjoints. Au moins 2 adjoints. Quand il commence à barrer à calotte, là, c'est parce que ça va pas bien. C'est OK, ça rentre plus. Là. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Ça a été un grand plaisir de bavarder avec toi. Merci. Merci au public aussi qui se sont déplacés au Saint-Hubert de Sainte-Julie pour venir nous rencontrer, Danny et Jean-Sébastien. Au revoir, mesdames, messieurs. Bon match, Jean-Sébastien. Bon match, Danny. Bon match. Merci.